World War Z de Max Brooks. Lu par Nimue. Guerre totale. À bord du Muro Altieri, 900 mètres au-dessus de Vahalajärvi, Finlande. Je me tiens à côté du général d'Ambrosia, au COC, le centre opérationnel de combat. La réponse européenne à l'énorme dirigeable D-29 du commandant américain. Les membres d'équipage sont penchés silencieusement sur leur moniteur. De temps en temps, l'un d'eux prononce quelques mots dans son micro. Ici, on parle français, allemand, espagnol ou italien. Penché sur sa carte vidéo, le général surveille le mouvement des opérations. On dirait une sorte de démiurge qui aurait l'œil sur tout. Attaquer! Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit « Eh merde, ça vous étonne ?» Avant que je puisse répondre, « Bien sûr que ça vous étonne. Vous vous attendiez probablement à ce que l'état-major ronge son frein, genre sang et tripes. Chopez-les par les couilles, pendant qu'on leur botte le cul. Des conneries, quoi. » Il secoue la tête. J'ignore d'où vient le cliché du général agressif, borné, stupide et charpenté comme un joueur de rugby. Hollywood peut-être, ou bien les journaux. C'est peut-être même notre faute. Après tout, on a laissé les MacArthur, les Halsey et les Curtis LeMay, des clowns aussi égocentriques qu'insipides, imposer leur image au reste du monde. Mais le mal est fait maintenant, croyez-moi. Ça n'a vraiment rien à voir avec la réalité. J'ai une trouille bleue à l'idée de mener nos soldats à la bataille, d'autant que moi, j'aurai les couilles bien au chaud. Moi, mon boulot, donner des ordres et d'envoyer crever les autres. Et voilà à quoi il allait devoir faire face. Il se tourne vers un écran, logé dans le mur, et fait signe à un opérateur. La carte des États-Unis en temps de guerre apparaît. 200 millions de zombies. En fait, le chiffre d'au moins 20 millions de zombies est aujourd'hui confirmé par toutes les études sérieuses. Il comprend notamment les réfugiés latino-américains tués pendant la tentative de rallier le Grand Nord canadien. Qui oserait se prétendre capable de visualiser un chiffre pareil, sans même parler de les combattre? Bon, au moins, à l'époque, on savait à quoi on avait affaire, mais n'empêche. Quand on additionne toutes les données compilées depuis les premières épidémies, l'expérience personnelle de tout à chacun, la physiologie des zombies, leurs points faibles, leurs capacités, leur motivation et leur mentalité, ça réduisait grandement nos perspectives de victoire. Dans le grand livre de la guerre, celui que nous écrivons depuis le premier grand singe a pété la gueule à son voisin. Il n'y a rien qui traite d'une situation comme celle-ci. C'était à nous d'en écrire un nouveau chapitre, à partir de rien. L'efficacité de toute l'armée, mécanisée ou pas, dépend de 3 facteurs. Entraînement, nourriture et commandement. Entraînement, il faut des soldats au top, sinon pas d'armée. Nourriture, une fois qu'on a notre armée, il faut la ravitailler. Et le commandement, peu importe le degré d'éloignement du champ de bataille, il faut toujours un type sur place pour gueuler « Suivez-moi !» Vous pigez. Entraînement, nourriture et commandement. Et pas une seule de ces restrictions ne s'applique aux morts vivants. Vous avez lu, à l'Ouest, rien de nouveau, une peinture remarquable d'une Angleterre complètement lessivée. Vers la fin de la guerre, il n'y avait tout simplement plus assez de soldats. On peut toujours racler les fonds de tiroir, envoyer les gamins et les vieillards en première ligne, mais un jour ou l'autre, la maison est vide. Sauf si à chaque fois que vous tuez un ennemi, il se réanime et vient vous filer un coup de main. C'est comme ça que ça se passe avec Zach. Il grossit ses rangs en réduisant les nôtres. Contaminer un humain, vous obtenez un zombie. Tuer un zombie, ça le transforme en cadavre. Nous nous affaiblissons, pas eux. Ils deviennent de plus en plus forts. Une équipe humaine a besoin de ravitaillement et d'équipement.
pas les zombies. Ni eau, ni nourriture, ni munitions, ni carburant, ni même d'air à respirer. Pas de base arrière à bombarder, pas de dépôt de munitions. Et impossible de les assiéger et de les laisser crever de faim, comme ça. Enfermez-en 300 dans une pièce, 3 ans plus tard, et ils sont toujours aussi dangereux. La seule façon de tuer un zombie, c'est de lui détruire le cerveau. Vous ne trouvez pas ça ironique? En tant qu'entité, ils n'ont aucune intelligence collective. Pas de hiérarchie, pas de chef, aucune chaîne de commandement, aucune communication, et rien qui ressemble de près ou de loin à un début de coopération. On n'avait pas de président à assassiner, pas de quartier général à faire sauter, rien. Chaque zombie est une unité autonome, autosuffisante. Voilà l'essence de cette guerre. Vous avez déjà entendu parler de la guerre totale? Une expression assez commune en histoire. À chaque génération, on trouve un taré, gonflé comme une outre, qui clame, à qui veut l'entendre, que son peuple a déclaré la guerre totale à un ennemi quelconque. Toute la population, hommes, femmes, enfants, tout le monde, voue sa vie entière à la victoire. Des conneries, oui, et pour 2 raisons. Jamais aucun pays ne se prononce à 100% pour la guerre. C'est statistiquement impossible. Un pourcentage très important, ok. Des gens qui travaillent très dur pendant longtemps, mais tout le monde, tout le temps. Non, certainement pas. Qu'est-ce que vous faites des malades, des vieux, des objecteurs de conscience? Qu'est-ce que vous faites des blessés, des jeunes? Vous y pensez, vous, à la guerre, quand vous buvez un coup, quand vous dormez, quand vous prenez une douche, quand vous chiez un coup, à chaque fois que vous allez aux chiottes? C'est un pas de plus vers la victoire. Premier point. Deuxième point, toute nation a ses limites. Il existera toujours des individus désireux de sacrifier leur vie. Ils peuvent même représenter une proportion non négligeable de la population. Mais leur nombre finira toujours par atteindre une limite tant physique que psychologique. Pour les Japonais, il aura fallu 2 bombes atomiques. Pareil pour les Vietnamiens, qui en avaient balancé 2 de plus. Plusieurs membres de l'établissement militaire américain ont publiquement admis que 2 frappes nucléaires avaient été envisagées pendant la guerre du Vietnam. Mais Dieu merci, c'est nous qui avons atteint notre limite avant d'en arriver là. C'est ça, la guerre. 2 camps qui essaient de se pousser l'un l'autre au-delà du supportable. Les experts ont beau adorer parler de guerre totale. Cette limite est toujours là, sauf pour les morts vivants. Pour la première de l'humanité, nous affrontions un ennemi qui nous avait déclaré la guerre totale. La vraie. Il n'y avait aucune limite. Il ne négociait jamais, il ne se rendrait jamais. Il combattrait jusqu'au dernier. Et vous savez pourquoi? Parce que contrairement à nous, chacun d'eux n'avait qu'un seul but dans l'existence. Dévorer toute vie sur terre. Et ce genre d'ennemi nous attendrait jusqu'au-delà des Rocheuses. Voilà ce que nous devions combattre. Colorado, États-Unis. Nous venons de finir de dîner chez les Wenyo. Allison, la femme de Todd, est à l'étage et aide leur fils Addison à faire ses devoirs. Todd et moi faisons la vaisselle dans la cuisine. J'avais l'impression de retourner dans le passé, avec cette nouvelle armée, je veux dire. Ça n'avait plus rien à voir avec l'armée dans laquelle j'avais servi et failli mourir, d'ailleurs, à Yonkers. Fini l'infanterie, pas de tank, pas d'artillerie, pas de chenillards, pas même de bracelets. Ceux-là, on les gardait pour plus tard, dans une version modifiée, pour le jour où il faudrait nettoyer la ville. Non. Les seuls véhicules à roues dont on disposait, c'étaient les Humvees et quelques M-7 ASV, M1117, Armored Security Vehicle, blindés américains standards de marque Cadillac. Et on s'en servait pour transporter des munitions et du matériel. On y est allé à la pince,
en colonne, comme dans une peinture de la guerre civile. Il y avait pas mal de références au bleu et au gris, surtout à cause de la couleur de peau de Zach et de celle de nos nouveaux UC, uniformes de combat. Ils avaient laissé les motifs camouflage au placard. Quel intérêt! Le bleu marine était, je crois, le colorant le moins cher, et ils n'avaient que ça sous la main de toute façon. L'UC ressemblait à la combinaison Swaft standard. Il était léger, confortable, renforcé au Kevlar, du moins, je crois. La composition chimique de l'uniforme de combat militaire est classée secret défense. À l'épreuve des morsures, on pouvait aussi y rajouter des gants et une sorte de cagoule pour recouvrir complètement la tête. Plus tard, lors des combats urbains au corps à corps, ça a sauvé pas mal de monde. Tout ça avait un côté rétro. Nos lobos sortaient tout droit de, je ne sais pas moi, du Seigneur des Anneaux. Les ordres étaient de nous en servir qu'en cas de nécessité. Mais croyez-moi, ça faisait beaucoup de nécessité. C'était plutôt agréable, je veux dire. De manier cette tige d'acier trempé. Ça donne une impression de puissance, quoi. Ça redonne confiance en soi. On sentait vraiment le crâne éclater, vous savez. C'était grisant, un peu comme si on reprenait du poil de la bête à chaque coup. Mais ça ne me dérangeait pas non plus d'appuyer sur la gâchette, hein, pas de problème. Notre arme de base, c'était le SIR, Standard Infantry Rifle, fusil d'infanterie standard. Avec sa crosse en bois, on aurait dit une arme de la Seconde Guerre mondiale. J'imagine que les matériaux composites étaient devenus trop difficiles à fabriquer à l'échelle industrielle. Je ne sais pas d'où ils sortaient, les sœurs d'ailleurs. On m'a dit qu'il s'agissait d'une copie modifiée d'un AK, ou d'une version allégée du XM8, le fusil d'assaut que l'armée considérait comme une arme nouvelle génération. J'ai même entendu dire qu'ils avaient été inventés et testés pour la première fois pendant le siège de Hero City, et qu'on avait transféré ses plans à Honolulu. Honnêtement, je n'en sais rien, et je m'en fous. Ok, son recul était du genre violent, et il ne fonctionnait qu'en mode semi-auto. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'enrayait jamais. Jamais. On pouvait traîner dans la boue, tant qu'on voulait, le planter dans le sable, le foutre à l'eau et le laisser mijoter pendant 3 jours. Ce bébé encaissait tout, et il ne nous a jamais laissé tomber. Sa seule coquetterie, c'était un kit d'accessoires, de pièces de rechange, une crosse de secours et des canons de tailles différentes. Sniper, mode portée, moyenne portée, carabine de close combat, un vrai couteau suisse, et toujours à portée de main. Et la baïonnette aussi, très chouette cette baïonnette. 25 cm d'acier dont on pouvait toujours se servir si jamais notre lobo n'était pas immédiatement accessible. N'arrêtez pas de déconner. Fais gaffe, tu vas éborgner quelqu'un avec ce truc. Ça oui, on en a éborgné plus d'un. Le SIR faisait une assez bonne arme de close combat, même sans toutes les petites choses qui le rendent si précieux. Vous comprenez mieux pourquoi on l'a toujours respectueusement appelé SIR, monsieur. Nos munitions de base, c'était des NATO 5.56, Cherry Spice, tarte aux cerises. Paille pour Pyrotechnically Initiated Explosive, explosif pyrotechnique. Du matos de première. Il s'éparpillait en 1000 morceaux en pénétrant dans la tête de Zach et lui cramait la cervelle directe. Aucun risque de projection de matière contaminée et plus la peine de faire de feu de joie avec les corps. Pendant les tournées NCB, nettoyage de champs de bataille, on n'avait même plus besoin de les décapiter avant de les enterrer. Il suffisait de creuser un trou et de les faire basculer dedans. Ouais, c'était vraiment une armée d'un genre nouveau. Même les militaires avaient changé. Les méthodes de recrutement n'étaient plus les mêmes. Et les soldats de base n'avaient plus rien à voir avec ceux d'avant. Oui, ok. Certains trucs ne changeaient pas. Conditions physiques, mental d'acier, motivation, discipline.
histoire de gérer sereinement des conditions extrêmes. Mais tout ça, c'était de la gnognotte à côté du trauma Z. J'ai plein de copains qui n'ont pas supporté la pression. Certains se sont évanouis comme ça. Certains ont retourné leurs armes contre eux, voire contre leurs potes. Ça n'avait rien à voir avec le courage, la bravoure, toutes ces conneries. Un jour, j'ai lu un guide de survie pour les SAS anglais. Ça parlait de la mentalité du guerrier, de la personnalité, de la nécessité d'avoir une famille stable et financièrement à l'aise, de ne pas être attiré par les jeunes filles. Il ricane. Les guides de survie. Il agite le poignet et mime une masturbation. Quant aux nouvelles recrues, on pourrait vraiment tomber sur n'importe qui. Un voisin, une tante, votre ancien prof un peu taré, ce gros con de DMV, Département of Motors Vehicle, l'organisme chargé de la délivrance des papiers de véhicules, de l'agent d'assurance à Michael Stipe. Je suis sûre que c'était lui, même s'il ne me l'a jamais confirmé. Mais bon, tout était parfaitement normal. Ces types étaient déjà des survivants. Ils en avaient vu d'autres. C'étaient des vétérans, en fait. Tenez, ma coéquipière, par exemple. Sœur Montoya, 52 ans, ex-nonne. Elle était l'escorte. Elle l'était encore, si ça se trouve. 1,50 m à tout casser. Eh bien, elle avait protégé ses élèves, à elle toute seule, avec un simple chandelier en fer. Je ne sais même pas comment elle arrivait à trimballer son barda. Mais elle le faisait, et sans jamais se plaindre. Depuis notre zone de rassemblement à Needles jusqu'au champ de bataille de Hope, au Nouveau-Mexique. Hope, sérieux, cette ville s'appelait vraiment Hope. Espoir. Apparemment, les grosses légumes l'avaient choisi à cause du terrain. Plat, net, entièrement à découvert, avec le désert en face et les montagnes juste derrière. Parfait, il disait. Parfait pour un combat direct. Et le nom, le nom, c'est juste une coïncidence. Ok, d'accord. Nos galonnés, je peux vous dire qu'ils avaient sacrément intérêt à ce que tout se passe nickel. C'était la première bataille rangée depuis Yonkers, et pas mal de choses dépendraient de l'issue du combat. Le moment décisif, en quelque sorte. Voilà, oui. Tous ces nouvelles recrues, ce matériel nouveau, ces nouveaux plans, tout cela devait se combiner au mieux pour nous permettre de leur botter enfin le cul aux zombies. On en avait rencontré quelques dizaines en arrivant. Les chiens les sentaient à l'avance, et des éclaireurs les descendaient au silencieux. On ne voulait pas les attirer avant d'être en place. Non, ce qu'on voulait, c'est jouer selon nos propres règles. On a commencé par se faire un joli petit jardin, des périmètres de sécurité avec des bandes orange fluo tous les 10 mètres. Nos repères de tir, histoire de ne pas se louper au moment d'ouvrir le feu. On a aussi chargé plusieurs équipes de nettoyer quelques buissons et de mettre en place les réserves de munitions. Les autres n'avaient rien à faire de particulier. Attendre, encore et encore, manger un morceau, se griller une camelle, dormir un peu, pour ceux qui y arrivaient. On avait retenu la leçon de Yonkers. Les généraux voulaient qu'on soit tous au top de notre forme. Le hic, c'est que ça nous laissait trop de temps pour penser. Vous avez vu ce film, celui qu'Eliott a fait sur nous? Les feux de camp, avec tous ces bliffins qui blablatent sur leurs rêves, l'avenir, tout ça. Il y a même un mec avec un harmonica. N'importe quoi. On était en plein milieu de la journée d'abord. Il n'y avait pas de feu de camp et pas d'harmonica sous les étoiles. Tout le monde était super calme. Et vous savez à quoi on pensait tous? Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on fout là? On était en plein territoire zombie, et on n'avait qu'à le lui laisser, après tout. Ça, on en avait causé du futur, de l'avenir, de l'esprit humain. On avait vu le discours du président, je ne sais pas combien de fois. Mais il n'était pas là, avec nous, Mister Président. Merde, on n'était pas si mal derrière les Rocheuses. Alors qu'est-ce qu'on foutait là, hein? Vers 13 heures, les radios commençaient à grésiller. Nos éclaireurs,
Les chiens avaient repéré nos premiers clients. On a tous vérifié nos chargeurs et on s'est installé sur la ligne de tir. C'était ça, notre nouvelle technique de combat. Retour au Moyen-Âge, comme pour le reste. Une seule ligne droite, 2 rangs, un actif, l'autre en réserve. Dès qu'un tir devait recharger en première ligne, la réserve le remplaçait, histoire d'éviter tout baisse de régime. Théoriquement, avec une ligne de tir continue pendant que les autres rechargeaient, on tiendrait autant de temps que dureraient nos munitions. On a entendu des aboiements. Les kleps les attiraient vers nous. Puis, les premiers jets sont apparus à l'horizon. Des centaines. J'ai commencé à trembler. Pourtant, j'en avais bouffé des zombies depuis Yonkers. J'avais participé à plusieurs opérations de nettoyage à Hailey, et je donnais de ma personne dans l'école des Rocheuses quand l'été revenait et que la neige fondait. Mais à chaque fois, je tremblais comme un dingue. On a rappelé les chiens, puis on est passé à la mise en position. Chaque armée a sa méthode. Les Anglais, c'est la cornemuse. Les Chinois, le clairon. Les Sudaf, ils frappent leurs fusils contre leurs assagais, instruments métalliques multi-usages qui rappellent une lance traditionnelle zoulou. Et ils entonnent un chant de guerre zoulou. Nous, c'était du Iron Maiden, à fond. Mais perso, je n'ai jamais été fan de hard. Mon truc, c'est le rock traditionnel. J'en suis resté à Driving South de Hendrix. Mais je dois admettre que se retrouver là, dans le désert, le vent dans les cheveux, avec la ligne de basse de The Trooper dans le bide, ça le faisait. Iron Maidens, c'était pas pour faire plaisir à Zach, hein. C'était pour nous gonfler à bloc, nous faire pisser un bon coup, comme disent les Anglais. Au moment où Dickinson s'est mise à beugler, j'étais à fond. Le sœur, chargé, prêt à tout, les yeux fixés sur cette horde-là, en face. Allez, Zach, vas-y, fais-moi plaisir. Vous voyez le genre? Juste avant qu'ils atteignent le premier repère de tir, la musique a commencé à faiblir. Les sergents ont gueulé. Premier rang, prêt! Et le premier rang s'est agenouillé. Ensuite, épaulé, armes! Et après, alors qu'on retenait tous notre souffle et que la musique s'était arrêtée, feu! La première ligne a vaguement oscillé, faisant plus de boucan qu'une mitrailleuse SAW en mode automatique. Ils ont descendu tous les jets qui franchissaient le premier repère. Nos ordres étaient stricts sur ce point. Seulement ceux qui franchissent la ligne. Attendre les autres. Ça faisait des mois qu'on s'entraînait pour ça. On fonctionnait par instinct. Sir Montoya a levé son arme pour signaler que son chargeur était vide. On a échangé nos positions. J'ai viré la sécurité et j'ai visé ma cible. C'était une noob. Noob pour newbies. Les bleus. Les zombies réanimés après la grande panique. Elle avait dû y passer 1 an avant, grand maximum. Elle avait les cheveux d'un blond sale qui retombaient en mèches poisseuses sur sa peau craquelée. Son ventre gonflé tendait à un vieux t-shirt G for Gangsta. J'ai posé mon viseur entre ses yeux d'un bleu laiteux. En fait, si leurs yeux ont cet aspect, c'est à cause des petites égratignures. Les zombies n'ont pas de larmes. Ce beau brin de fille me regardait fixement au moment où j'appuyais sur la gâchette. La balle l'a fait basculer en arrière, un trou fumant en plein front. J'ai repris ma respiration, visé la cible suivante, et voilà, j'y étais. J'y étais pour de bon. On avait dit 1 tir toutes les secondes, lentement, tranquillement, mécaniquement. Il commence à claquer des doigts. Au champ de tir, on s'entraînait avec un métronome. Les instructeurs nous martelaient. Ils ont tout le temps. Vous aussi.
C'est une manière de rester calme, de se détendre au maximum. Il fallait qu'on se montre aussi lent et mécanique que G après G, il disait. Il continue à claquer des doigts en rythme. Tirer, changer, recharger. Prends une taffe de camel. Prendre le chargeur que vous tendez, les Sandlers. Les Sandlers? Ouais, les équipiers de recharge, les unités de réserve. Il s'assurait que personne ne se retrouve à sec. Rien d'autre. On n'avait qu'un nombre limité de chargeurs sur nous. Et ça aurait pris trop de temps à les recharger tous d'un coup. Les Sandlers couraient derrière nous, récupéraient les chargeurs vides, les rechargeaient et les tendaient à ceux qui en avaient besoin. Quand l'armée a commencé l'entraînement avec les RT, un des mecs a commencé à se la jouer Adam Sandlers. Vous savez, Waterboy, Omnoboy. Les officiers n'étaient pas fans, mais les équipes de recharge ont adoré. Les Sandlers sauvaient des vies. Ils dansaient comme dans un ballet. Ce jour-là et cette nuit-là, je ne crois pas que quiconque ait jamais manqué de balles. Cette nuit-là, il n'arrêtait pas de venir, une vraie fourmilière. C'était une attaque à grande échelle. Plus que ça, un jet vous voit. Il s'approche, il gémit. 1 kilomètre plus loin, un jet l'entend. Il s'approche et il gémit à son tour. 1 kilomètre plus loin, un jet l'entend, s'approche, etc., etc. Je vous jure, si la zone était suffisamment dense et que la chaîne ne se rompt jamais, qui sait jusqu'où on peut remonter. Et là, on parle seulement d'un zombie, hein. Comptez-en 10 par kilomètre. 100, 1000. Ils ont commencé à s'empiler, jusqu'à former une sorte de mur de cadavres au niveau du premier repère. Un mur qui s'épaississait à vue d'œil. En fait, on était carrément en train de construire des fortifications de zombies. Et dès qu'une tête dépassait de la masse, il suffisait de l'aligner. Les grosses légumes avaient prévu le coup. Ils nous avaient filé un truc là, un périscope, kit d'observation de combat, qui permettait aux officiers de regarder ce qui se passait de l'autre côté du mur. Ils disposaient ainsi d'un relais satellite en temps réel et de quelques drones de reconnaissance. Mais nous, les troufions, on ne savait pas ce qu'ils voyaient. L'époque du Land Warrior, c'était vraiment terminé. Tout ce qu'on avait à faire, c'était nous occuper de ce qui venait en face. Les zombies ont fini par arriver d'un peu partout, directement devant, parfois sur les côtés, et même derrière nous. Là encore, l'état-major avait prévu le coup et a donné l'ordre de former un carré. Le fameux carré romain? Oui, ou encore le Raj Singh, d'après le nom du mec qui l'a remis au goût du jour, j'imagine. On a formé un carré serré, toujours sur 2 rangs. Les véhicules et le reste au milieu. Plutôt risqué comme pari. Nous couper du monde, comme ça. Bon, ok. Je sais que ça n'avait pas marché la première fois, qu'on avait fait l'essai en Inde, mais c'était uniquement à cause du manque de munitions. Rien ne nous permettait d'affirmer que ça ne nous arriverait pas non plus, après tout. Et si nos généraux avaient merdé? Et s'ils n'avaient pas prévu assez de cartouches? Et s'ils avaient sous-estimé le nombre de Zach, ce jour-là? Ça pouvait très bien tourner au cauchemar et finir en 2e Yonkers. Pire encore, parce que cette fois, personne n'en serait sorti vivant. Mais vous aviez assez de munitions? Plus qu'assez. Le véhicule était bourré jusqu'à la gueule. On avait de l'eau, on avait des remplaçants. Si on avait besoin d'un break, il suffisait de lever son flingue et un Sandler se pointait de suite pour prendre la place vacante, dans le rang. On mangeait un morceau de ration I, ration intelligente, conçue pour un apport nutriment maximal. On se passait le visage sous l'eau, on s'étirait, on pissait un coup. Personne n'avait vraiment envie de faire une petite pause. Mais il y avait des équipes de psy, KO, qui surveillaient les performances de tout le monde. Ils nous suivaient depuis le début, au champ de tir. Ils nous connaissaient tous. Et ils savaient
Ne me demandez pas comment, mais il savait exactement à partir de quand le stress réduisait notre efficacité. Moi, perso, j'en avais aucune idée. Arrivé un moment où je loupais ma cible, 1 ou 2 fois, ou bien je tirais toutes les demi-secondes au lieu d'une seule. Quelqu'un me tapait tout de suite sur l'épaule et je prenais l'air 5 minutes. Ça marchait vraiment. Avant même de m'en rendre compte, j'étais de retour sur la ligne, la vessie vide, l'estomac rempli, le corps moins noué, avec moins de crampes. Ça faisait une sacrée différence. Et s'il y a des sceptiques, il ferait mieux d'essayer de tirer sur une cible mobile toutes les secondes pendant 15 heures d'affilée. J'aimerais bien les voir. Et la nuit? On s'est servi de phares des véhicules, des lampes puissantes recouvertes de peinture rouge pour préserver notre vision nocturne. Le seul truc un peu flippant avec le combat de nuit, en plus de la lumière rouge, je veux dire, c'est la petite lumière de l'impact quand la balle pénètre le crâne d'un zombie. C'est pour ça qu'on les appelait cherry pies, au pluriel. Que si la composition chimique de la balle n'était pas parfaitement dosée, elle brûlait avec tellement d'intensité que ça leur faisait des yeux rouges vifs. Un vrai laxatif, ce truc. Surtout plus tard, pendant les patrouilles de nuit, quand un mort jaillissait des ténèbres. Ses yeux rouges brillants gelaient le temps que le jet s'écroule. Il frissonne. Et comment avez-vous su que la bataille était terminée? Quand on a cessé de tirer, il rit. Non. Bonne question, en fait. Vers quelle heure, je ne sais pas. 4 heures du matin, peut-être. Ça a commencé à faiblir. Il y avait de moins en moins de têtes au-dessus de la muraille de cadavres, et les gémissements faiblissaient. Les officiers n'ont rien dit, mais ils n'arrêtaient pas de regarder dans leur périscope et de parler à la radio. On voyait bien qu'ils étaient soulagés. Je crois que le dernier coup de feu a été tiré peu avant l'aube. Ensuite, on a attendu que le soleil se lève. Ça avait un côté sinistre, vous savez, de voir le soleil se lever sur cette montagne de cadavres. On était complètement encerclés. Les murs faisaient bien 6 mètres de haut et au moins 30 mètres d'épaisseur. Je ne sais pas combien on en a tué, au juste. Les stats varient toujours d'une source à l'autre. Les Humvees bulldozers ont dû se frayer un chemin dans la masse pour qu'on puisse en sortir. Il y avait encore quelques J en bon état, les éternels lambins qui se pointaient en retard à la soirée, ou ceux qui essayaient d'escalader leurs copains morts sans jamais y arriver. Ils se sont agités un peu plus quand on a commencé à enterrer les corps. Merci Seigneur Lobo sur ce coup-là. Au moins, on n'avait pas à faire le NCB. Il y avait une autre unité pour le nettoyage. Les galonnés devaient estimer qu'on en avait assez fait pour la journée, j'imagine. On a marché 15 kilomètres vers l'est avant d'installer le campement avec des miradors et des murs de concertinaires. Barrières creuses en préfabriqué avec une structure de Kevlar remplie de terre et ou de débris divers. J'étais raide, putain. Je ne me rappelle ni la douche chimique, ni la désinfection de l'équipement, ni l'inspection des armes. Jamais aucune ne s'est enrayée, pas une seule fois, dans toute l'unité. Je ne me rappelle pas non plus m'être glissée dans mon sac de couchage. Ils nous ont laissé dormir autant qu'on voulait le lendemain matin. C'était gentil de leur part. Les conversations ont fini par me réveiller. Tout le monde discutait, tout le monde rigolait, tout le monde se racontait des trucs. L'ambiance avait radicalement changé par rapport aux 2 jours précédents. Je n'arrivais pas vraiment à définir ce que je ressentais. Peut-être qu'il pensait à ça, le président, quand il parlait de reconquérir notre avenir. Mais je me sentais bien, car je peux vous le dire, mieux que jamais depuis le début de toute cette foutue guerre. Je savais que ça ne faisait que commencer, et que ça n'aurait rien d'une partie de plaisir. On n'en était qu'au début, ok. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, le président a déclaré que c'était le début de la fin. Anworth, Nebraska, États-Unis. Darnell Arkworks est un homme timide à la voix douce.
Lui et sa femme gèrent une ferme de repos pour les vétérans à 4 pattes des unités K9. 10 ans plus tôt, il existait des fermes de ce genre dans chaque État des Unions. Aujourd'hui, il ne reste plus que celle-ci. Ils ont toujours manqué d'argent, je crois. Vous avez lu l'histoire d'Axe? Un conte pour enfants joli comme tout, mais assez simpliste. L'histoire d'un dalmatien qui aide un gamin à trouver un refuge. Dax n'était même pas dans l'armée. Dans cette guerre, les chiens ne sont pas contentés d'aider les gamins perdus. Non, ils ont fait beaucoup plus que ça. On les a d'abord utilisés pour faire le tri entre eux infectés et les autres. La plupart des pays ont copié la méthode israélienne, qui consistait à faire passer les gens devant des cages. Il fallait toujours garder les chiens en cage, sans quoi ils auraient pu attaquer les personnes, se battre entre eux, ou même s'en prendre à leur maître. Ça se faisait beaucoup au début de la guerre. Des chiens qui servaient d'armes en fait. Policiers ou militaires, peu importe d'ailleurs. C'est un truc instinctif, une terreur involontaire, presque génétique. Attaque ou enfuis-toi. Et ces chiens étaient dressés pour l'attaque. Beaucoup de maîtres ont perdu une main, parfois un bras, et parfois même la vie, la gorge déchiquetée. Difficile d'en vouloir aux chiens. C'est précisément sur cet instinct-là que les Israéliens comptaient. Et ça a probablement sauvé des millions de vies. Un super programme d'entraînement, mais seuls quelques chiens s'avéraient capables de le suivre. Là où les Israéliens, et beaucoup d'autres pays après eux, essayaient d'exploiter cette terreur instinctive, nous avons décidé de l'intégrer au dressage standard. Pourquoi pas, après tout? Nous aussi, on a fait pareil, et on n'est pas une espèce si évoluée que ça, en fin de compte. Tout dépendait du dressage, en fait. Il fallait commencer jeune. Même le plus discipliné des vétérans d'avant-guerre risquait de se transformer en loup-garou à tout moment. Les chiots nés après la crise sont sortis du ventre de leur mère en sentant d'entrée de jeu les morts vivants. L'odeur planait dans l'atmosphère, très ténue pour qu'on la remarque. Juste quelques molécules, presque au niveau inconscient. Attention, ça ne faisait pas automatiquement d'eux des guerriers. L'amorce initiale était la phase la plus importante. On prenait un groupe de chiots au hasard, parfois même toute une portée, et on les passait dans une pièce séparée entre deux par une barrière de barbelés. Les chiens d'un côté et Zach de l'autre. Leur réaction ne se faisait pas attendre. On éliminait d'abord le groupe B, ceux qui commençaient par gémir et hurler à la mort. Ils avaient perdu. Rien à voir avec les A. Ceux-là, ils ne lâchaient pas Zach des yeux. C'était ça, la clé. Ils se plantaient fermement sur leurs pattes. Ils montraient leurs dents et se mettaient à grogner. Un grognement sourd qui signifiait « Recule, fils de pute ». Sinon, ils parvenaient à se contrôler. Et c'est sur cette attitude qu'on a construit notre programme. Seul souci, si eux arrivaient à se contrôler, nous avions du mal à les contrôler, eux. Le dressage de base ressemblait beaucoup à ce qui se faisait avant la guerre. Supportait-il l'EP, entraînement physique? Obéissait-il aux ordres? Est-ce qu'ils étaient suffisamment intelligents et disciplinés pour faire de bons soldats? Ce n'était pas une partie de plaisir. Et on avait un taux d'échec de 60%. Bien souvent, les candidats étaient sortis salement blessés, voire morts. Certains considéreront ça comme inhumain, même s'ils ne se préoccupent pas autant des maîtres chiens. Et oui, nous aussi, il fallait qu'on supporte tout ça. Aux côtés des chiens, du premier jour du programme au dressage, au long DIA, dressage individuel avancé. C'était un entraînement très dur, surtout les exercices à cobayes réels. Vous savez, on a été les premiers à se servir des ZAC dans nos centres de dressage, bien avant l'infanterie, bien avant les forces spéciales et les gars de Willow Creek. C'était la seule façon de savoir si on pouvait tenir le choc, individuellement et en équipe. Sinon, comment s'assurer de l'efficacité des chiens lors de leur future mission? Il y avait d'abord les appâts,
comme ceux de la bataille de Hope a rendu célèbre. Un truc simple, votre coéquipier part à la chasse aux zombies et vous les sert sur un plateau, en plein dans votre ligne de mire. Lors des premières missions, les cas étaient du genre rapide. Ils filaient dans les broussailles, aboyaient comme des dingues et revenaient aussi vite que possible vers le champ de tir. Ils se sont un peu calmés par la suite. Ils ont appris à maintenir une distance de quelques mètres et à reculer doucement, histoire d'en rameuter un maximum. Beaucoup plus efficace comme méthode. On se servait aussi des chiens comme leur. Quand vous vous aménagiez un chouette champ de tir, mieux valait que Zach ne se montre pas tout de suite. Votre coéquipier partait en promenade et se mettait à aboyer le plus loin possible. Ça marchait très bien, et ça nous a donné l'idée de la méthode Lemming. Pendant l'offensive de Denver, environ 200 réfugiés s'étaient involontairement enfermés dans une tour, avec quelques personnes contaminées. Il fallait désormais compter avec 200 zombies en parfait état de conservation. Avant que nos gars fassent sauter l'entrée, l'un des cas a eu l'idée de grimper en haut du toit d'un immeuble voisin et d'aboyer si fort que ça a marché à merveille. Les jets sont tous arrivés sur le toit. Ils ont repéré leur proie et ont foncé droit sur elle, et ont basculé dans le vide les uns après les autres. Après Denver, la méthode Lemming a immédiatement été ajoutée au programme. Même l'infanterie s'en est servie, alors qu'ils n'avaient pas de chien. On voyait souvent un biffing en haut d'un immeuble qui hurlait comme un fou pour attirer l'attention des zombies enfermés dans le bâtiment d'en face. Mais la mission la plus fréquente des équipes K, c'était la reconnaissance, aussi bien en NT qu'en PLD. NT pour nettoyage de terrain, en équipe avec une unité standard, la routine quoi. C'est là qu'on mesurait l'efficacité de leur entraînement. Non seulement ils sentaient Zach plusieurs kilomètres avant nous, mais les bruits qu'ils faisaient nous renseignaient sur ce à quoi il fallait s'attendre. On devinait tout, rien qu'en écoutant la façon dont ils grognaient ou aboyaient. Parfois, quand le silence était de mise, leur gestuelle corporelle suffisait. S'ils faisaient le gros dos, si leurs poils se hérissaient, pas besoin d'en savoir plus. Après quelques missions, n'importe quel maître chien compétent, et on était tous compétents, finissait par tout connaître de son coéquipier. Les éclaireurs qui débusquaient les goules immergés dans la boue ou rampaient dans les hautes herbes ont sauvé beaucoup de vies. Je ne me rappelle même plus le nombre de fois où les soldats nous ont remerciés personnellement pour avoir repéré un jet caché qui leur aurait certainement bouffé le pied. PLD, c'est la patrouille longue distance. Quand un coéquipier s'éloigne largement des premières lignes et qu'il voyage parfois plusieurs jours pour reconnaître toute une zone contaminée. Les chiens portaient un harnais spécial équipé d'une caméra vidéo à relais satellite et un GPS qui nous donnait une vision claire de la situation en un point donné. Nombre et position des cibles, etc. J'imagine que, d'un point de vue technique, ça doit vous sembler incroyable. Une reconnaissance d'image en direct, comme au bon vieux temps. L'état-major adorait, pas moi. J'étais beaucoup trop inquiet pour ma coéquipière. Je ne saurais même pas vous décrire le stress et l'angoisse qu'on peut ressentir. Être là comme ça, dans une pièce remplie d'ordinateurs avec la clim, en sécurité, tranquille et totalement impuissant. Par la suite, on a rajouté une radio sur le harnais pour que les maîtres chiens puissent relayer un ordre ou annuler une mission. Moi, je ne m'en suis jamais servi. Les équipes devaient être entraînées pour ça depuis le début. On ne pouvait pas revenir en arrière et recommencer de zéro. C'était très difficile d'apprendre de nouveaux trucs à un vieux chien. On n'apprend pas à un vieux chien à faire des grimaces, pas vrai? Désolé. Mauvaise blague. J'en ai entendu des mauvaises blagues. De la part de tous ces geeks des services de renseignement. De tous ces types qui se paluchent devant leurs ordinateurs en s'émerveillant des formidables avantages de leur tout nouveau système d'acquisition des données. Ils avaient l'impression d'être les maîtres du monde. Tout ça pour finir dans un sac. Super, merci pour nous. Il secoue la tête. Et moi, j'étais là, le cul au chaud à regarder les images transmises par ma coéquipière, alors qu'elle filait dans les forêts, les marais ou même les villes. Les villes, c'était ça le plus dur.
C'était notre spécialité. Hound Town. Chienville, littéralement. Vous connaissez? L'école K9 en environnement urbain? C'est ça. Une véritable ville rien que pour nous. Mitchell, dans l'Oregon. Entièrement bouclée, abandonnée à eux-mêmes, et encore remplie de jets, en parfait état. Hound Town. On aurait dû la baptiser Terry Town, vu que la plupart des chiots qu'on y dressait étaient des petits terriers, des Cairns et des Norwich, excellents dans les décombres et les boyaux. Moi, personnellement, le chien de Hound Town me convenait très bien. Je travaillais avec un teckel. C'étaient eux les guerriers urbains suprêmes, et de loin. Résistants, intelligents et parfaitement à l'aise en environnement confiné. Surtout les petits. En fait, c'est exactement pour ça qu'on avait créé cette race à l'origine. Chien blaireau, Dachshund. Dachshund, teckel en allemand. Voilà pourquoi ils ressemblaient à des saucisses, pour pouvoir chasser dans les terriers des blaireaux. Vous comprenez maintenant pourquoi cette race s'adaptait parfaitement à toutes ces conduites qu'on trouve en ville. Passer dans une canalisation, dans un système d'aération, entre les murs, n'importe où, tout ça sans jamais perdre son calme, avec un taux de survie exceptionnel. Quelqu'un nous interrompt. Une chienne boitille vers Darnell. Elle est vieille, le museau tout blanc, les oreilles et la queue parcheminée. Au chien. « Salut, Miss. » Darnell la hisse délicatement sur ses genoux. Elle est toute petite, pas plus de 4 ou 5 kilos. Elle ressemble à un teckel à poils longs, mais elle a le dos un peu plus court que les teckels traditionnels. Au chien. « Ça va, Miss? Comment tu te sens? » À moi. C'est Maisie, mais on ne l'appelle jamais comme ça. Miss, ça lui va bien, vous ne trouvez pas? Il lui caresse la jambe et le cou. Elle relève la tête et le regarde avec des yeux laiteux, puis lui lèche la paume des mains. Les chiens de race foirés à tous les coups, des vrais névrosés, trop de problèmes de santé, exactement à quoi on peut s'attendre de la part d'animaux élevés uniquement pour leur qualité esthétique. Les nouvelles générations sont toujours le résultat d'un savant mélange. Ils désignent la chienne sur ses genoux. Ça améliore leur condition physique et leur santé mentale. La chienne s'endort, Darnell baisse la voix. De vrai dur, beaucoup d'entraînement. Et pas seulement en solo, non. Ils travaillaient en groupe pour les PLD. C'était toujours extrêmement risqué, les PLD, surtout en territoire hostile. Pas seulement à cause de Zach, mais aussi des chiens sauvages. Vous vous souvenez comme ils étaient mauvais? Tous ces bestioles qui chassaient en meute. C'était un vrai problème, ça. Surtout dans les zones de transition à faible taux de contamination. Ils cherchaient toujours quelque chose à bouffer. Beaucoup de PLD ont avorté, avant même qu'on déploie les gardes du corps. Il montre la chienne endormie. Elle avait 2 gardes du corps. Pongo, un mélange de Pete et de Rod. Et Perdi. Je n'ai jamais vraiment su son pédigré. Ah, Perdi. Moitié berger, moitié stégosaure. Jamais je ne l'aurais laissé s'approcher d'eux, si je n'avais pas fait mes classes avec leur maître. Au final, Pongo et Perdi formaient une équipe de garde du corps incroyable. À eux seuls, ils ont mis en fuite 14 mètres de chiens sauvages. Et 2 fois, ça a vraiment chauffé. Sur l'écran, j'ai vu Perdi choper le crâne d'un mastif de 100 kilos dans sa gueule. Et grâce au micro monté sur le harnais, on l'a distinctement entendu craquer. La partie la plus délicate, pour moi, c'était de m'assurer que Miss s'en tenait à la mission. Elle voulait toujours se joindre aux réjouissances. Il sourit, en regardant le teckel endormi. 2 super gardes du corps. Vraiment. Il se débrouillait toujours pour que Miss atteigne son objectif. Ensuite, il la ramenait à la maison. Et il se tapait toujours 1 ou 2 jets, comme ça, en passant.
Mais la chair des aides est toxique, non? Oui, bien sûr. Mais non, 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 ils ne mordaient jamais. Ça les aurait tués. On voyait beaucoup de cas morts au début de la guerre, sans blessure apparente. Ils avaient dû bouffer de la chair infectée. Voilà pourquoi, entre autres, l'entraînement est aussi important. Ils devaient savoir quand se défendre. Zach est un sérieux client, mais il manque d'équilibre. Les plus gros cas pouvaient le frapper entre les omoplates ou au bas du dos et les faire tomber face contre terre. Les petits pouvaient toujours le faire trébucher ou le jeter contre son creux poplité. C'était le truc préféré de Miss, ça, les faire tomber sur le dos. La chienne remue un peu. Ah, Miss. Oh, pardon, Miss. Il lui caresse doucement la nuque. À moi, le temps que Zach se relève, on gagnait 5, parfois 10, 15 secondes. Mais nous avions des pertes aussi. Certains cas chutaient et se rompaient le cou. D'autres se cassaient une patte. Si ça arrivait à proximité de nos lignes, leur maître pouvait les récupérer assez facilement et les ramener en sécurité. La plupart reprenaient du service une fois soignés. Et dans les autres cas, en cas de mission leurre ou de PLD, trop loin pour qu'on les récupère ou trop près de Zach, on avait fait une demande officielle pour obtenir un système efficace. Des petites charges explosives disposées tout autour du harnais qu'on pouvait déclencher à distance, s'il n'y avait plus rien à faire. On n'a jamais rien obtenu. Inutile. Fils de pute. Mettre un terme aux souffrances d'un soldat agonisant, c'était inutile. Mais les transformer en pièges vivants, ça leur plaisait. Pardon? Piège vivant. C'était le nom officieux d'un programme qui a failli voir le jour. Un connard de bureaucrate avait dû lire quelque part que les Russes s'étaient servis de chiens-mines pendant la Seconde Guerre mondiale. On leur attachait des explosifs sur le dos et on les entraînait à foncer sur les tanks nazis. Les Rouges ont arrêté les frais pour les mêmes raisons que nous. La situation n'était tout simplement plus aussi désespérée qu'avant. Vous vous rendez compte à quel point il faut être désespéré pour faire un truc pareil, bordel? Ils ne l'admettront jamais en public, mais je crois qu'ils ne voulaient pas d'autres incidents Eckhart. Ça les a vraiment secoués, ça. Vous connaissez l'histoire, non? Le sergent Eckhart, Dieu le bénisse. Elle était maître chien, officier supérieur. Elle bossait avec les gars de la CDN, Compagnie du Nord. Je ne l'ai jamais rencontrée. Son coéquipier était en mission leurre, vers Little Rock. Il est tombé dans un fossé et s'est cassé une patte. Tout ça avec Zach juste à côté. Eckhart a empoigné son fusil et a voulu aller le chercher elle-même. Évidemment, un officier lui a barré la route. Il lui a gueulé je ne sais quelle connerie sur le règlement et les ordres. Tout ça. Elle lui a vidé la moitié de son chargeur dans la bouche. Les MP l'ont chopé aussi sec et l'ont immobilisé. Elle a tout entendu quand les zombies ont débusqué son coéquipier. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On l'a pendu. Exécution publique, pour l'exemple. Honnêtement, je les comprends. La discipline, la loi, c'est tout ce qui nous reste, pas vrai? Mais il y a eu pas mal de changements après ça. Vous pouvez me croire. Les maîtres chiens ont reçu l'autorisation officielle de récupérer leurs coéquipiers, même au péril de leur vie. Nous n'étions plus considérés comme ressources désormais, mais comme des demi-ressources. Enfin, l'armée nous considérait comme une équipe à part entière, un tandem. Et les chiens n'étaient plus des machines qu'il suffisait de remplacer quand elles se cassaient. Ils ont commencé à prendre en compte les statistiques des maîtres chiens qui pétaient les plombs après la mort de leurs coéquipiers. Vous savez quelle unité avait le plus grand taux de suicide dans l'armée? La nôtre, plus que les forces spéciales, plus que les fossoyeurs. Et encore plus que tout cet arrêt à China Lake, centre d'expérimentation et d'armement de China Lake.
À Hometown, j'ai rencontré des maîtres chiens de 30 nationalités différentes, et tous sur la même longueur d'onde. Peu importe d'où on venait, peu importe notre environnement culturel ou notre histoire personnelle, on pensait tous de la même façon. Qui pouvait encaisser la perte d'un être cher et s'en sortir en un seul morceau? Ceux qui arrivent ne deviennent pas maîtres chiens. C'est ce qui nous caractérise, nous autres. La capacité de nous lier avec une autre espèce. Celle-là même qui poussait mes potes à s'en mettre une dans la tête et qui faisait de nous l'unité la plus efficace de toute l'armée américaine. L'armée a vu que j'avais ça dans le sang, un jour, en bordure du désert vers les Rocheuses, dans le Colorado. Je marchais depuis que j'avais quitté mon appartement d'Atlanta. 3 mois de fuite, de planques, de pillage. J'avais la fièvre, je commençais à souffrir de malnutrition, et je pesais moins de 50 kilos. Je suis tombée nez à nez avec ces 2 types, là, installés sous un arbre. Ils faisaient un feu. Derrière eux, il y avait un tout petit kleps. Les pattes et le museau attachés avec des lacets, et du sang séché sur la tête. Il était couché, comme ça, les yeux brillants, à gémir doucement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Honnêtement, je ne m'en souviens plus. J'ai dû en cogner un avec une batte. On l'a retrouvé brisé contre son épaule. Moi, on m'a retrouvé assis sur l'autre mec, à le cogner encore et encore. 50 kilos, à moitié mort. Et j'avais tellement frappé ce type qu'elle avait vraiment failli y passer. Les gardes ont dû me traîner de force. Ils m'ont collé contre le capot de leur voiture et m'ont filé 1 ou 2 baffes avant que je reprenne mes esprits. Ça, je m'en souviens très bien. Un des mecs que j'avais attaqué se tenait le bras et l'autre était inconscient. « Calme-toi, putain, calme-toi !» me répétait le lieutenant. « Qu'est-ce qui te prend, bordel ? Pourquoi tu t'en es pris à tes potes ?»« Mais on ne le connaît pas, » a crié celui qui se tenait le bras. « Il est dingue, ce type. » Et moi qui répétais comme un fou furieux, « Touchez pas aux chiens !» Je me rappelle que les gardes se sont marrés en entendant ça. « Nom de Dieu !» a soupiré l'un d'entre eux en regardant les 2 types à terre. Le lieutenant a hoché la tête et il s'est approché de moi. « Eh bien, mon pote, je crois qu'on a un boulot pour toi. » Et c'est comme ça qu'on m'a recruté. Parfois, on trouve son chemin, parfois, c'est lui qui nous trouve. Darnell caresse Miss. Elle entr'ouvre un œil et agite la queue. Elle entr'ouvre un œil et agite la queue. Et le chien, comment il allait? J'aurais bien aimé pouvoir vous raconter un happy end à la Disney, du genre. C'est devenu mon coéquipier et il a sauvé tout un orphelinat à lui tout seul. Il l'avait frappé à coups de pierre pour le sonner. Il a eu un épanchement de lymphe dans l'oreille interne et il est devenu sourd d'une oreille. Mais son flair fonctionnait encore très bien. Et il a fait un très bon râtier quand je lui ai trouvé un foyer. Il a suffisamment chassé de vermine pour nourrir toute la famille pendant tout l'hiver. Mais bon, c'est quand même un happy end à la Disney, non? Du Disney avec du ragoût de Mickey. Il rit doucement. Vous savez quoi? Avant, je détestais les chiens. Vraiment? Je les haïssais, tous ces clébards. Des sacs à puce, crades et serviles. De vraies saloperies qui se branlent sur votre jambe et qui pissent sur le tapis. Putain, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Moi, dans les dîners mondains, j'étais toujours celui qui refuse de caresser le chien. Je me foutais toujours de la gueule de ceux qui exposent des photos de leurs kleps sur leur bureau. Le genre de mec qui menace ses voisins d'appeler les services vétérinaires d'urgence parce que Yuki aboie toute la nuit. D'après vous, c'était qui? Il se montre du doigt. J'habitais à 100 mètres d'une animalerie. Je passais devant tous les jours pour aller bosser.
et je n'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi tous ces abrutis confient dans leur sentimentalisme à la con dépenser autant de fric pour élever ce que je considérais comme des hamsters géants. Pendant la grande panique, les morts-vivants se sont agglutinés autour du magasin. J'ignore ce qu'était devenu le propriétaire. Il avait baissé son rideau de fer, mais les animaux étaient encore à l'intérieur. Je les entendais de ma fenêtre. Tous les jours, toutes les nuits, des chiots, vraiment petits. Ils avaient quoi, une semaine? Des bébés effrayés qui appelaient leur maman. N'importe qui. Quelqu'un qui puisse les sauver. Pitié, pitié, pitié. Je les ai entendus mourir aussi, l'un après l'autre, une fois leur bol d'eau à sec. Les morts-vivants n'ont jamais réussi à pénétrer à l'intérieur. Ils étaient toujours collés à la grille quand je me suis enfui. J'ai filé aussi vite que possible sans regarder derrière moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, de toute façon? Je n'avais pas d'armes, je ne connaissais rien à rien. Je n'aurais pas su m'occuper d'eux. Déjà que je n'arrivais pas à m'occuper de moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, hein? Quelque chose, sans doute. Miss soupire dans son sommeil. Darnell la calme doucement. J'aurais pu faire quelque chose.